Nous ouvrons la discussion générale. Je donne la parole à Madame Dominique Orliac pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances. Nous débutons l'examen en séance du projet de loi de finances rectificative pour 2016, adopté en Conseil des ministres le 18 novembre dernier. Le texte qui nous est soumis confirme la bonne réalisation des économies prévues dans le cadre du plan triennal d'économie 2015-2017. Celle-ci représentant au total pour l'État et ses opérateurs en 2016 7 milliards d'euros d'économies par rapport à l'évolution tendancielle de la dépense, tout en préservant notre action dans les secteurs clés. L'opposition ne l'avait pas réalisé. Nous notons en particulier les réformes engagées sur les dépenses d'intervention, la limitation globale des dépenses des agences, la réduction des effectifs dans les ministères non prioritaires et la participation des collectivités territoriales à l'effort de redressement, participation qui sera revue à la baisse pour 2017. Pour autant, le gouvernement nous propose des ouvertures de crédits sur les priorités, notamment sur les missions portant les prestations sociales et des dispositifs de solidarité financés par l'État, à hauteur d'1 milliard d'euros, sur les dépenses de personnel, particulièrement celles du ministère de l'Éducation nationale, portant ensuite sur les opérations extérieures et intérieures du ministère de la Défense, ainsi enfin que sur le ministère de l'Agriculture au titre des refus d'appurement relatifs à certaines aides européennes en matière agricole. Concernant les annulations de crédits du fait d'une inflation plus basse que prévue à l'été dernier, le gouvernement prévoyant en loi de finances initiale pour 2016 1% au lieu des 0,2% constatés dans ce PLFR de fin de gestion, ainsi que des intérêts décaissés, le collectif prévoit une annulation de crédit de presque 3 milliards d'euros sur la charge de notre dette et il faut s'en féliciter. Nous tenons également à saluer la prévision de déficit public pour 2016, confortée à 3,3%, malgré la révision de la croissance à la baisse de 0,1 point à 1,4%, et le tout sans avoir engagé de politique d'austérité durant ce quinquennat. Le solde budgétaire de l'État en 2016 a progressé de 2,4 milliards d'euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. Il est évalué au final à près de 70 milliards d'euros. Dans ce contexte satisfaisant de gestion de nos comptes publics, il faut toutefois apporter un bémol du fait des moindres recettes de l'État en 2016, en baisse de 1,7 milliard d'euros par rapport aux prévisions, pour s'établir à 302 milliards. Ces moindres recettes sont particulièrement celles de l'impôt sur les sociétés, dont on peut certifier que notre majorité l'a drastiquement allégé afin de pouvoir relancer l'économie et l'emploi en baisse de 2,5 milliards. J'en viens maintenant aux mesures fiscales du collectif. Notre majorité a décuplé les moyens accordés à la lutte contre la fraude fiscale puisque plus de 70 mesures ont été adoptées, ce qui a contribué à des résultats en forte hausse, 21,2 milliards d'euros de redressement en 2015 contre 16 milliards d'euros en moyenne sous le quinquennat précédent. Ce PLFR contient des avancées nouvelles puisqu'il donne aux administrations des outils juridiques plus efficaces et améliore les droits des contribuables contrôlés. Il définit mieux la notion de bien professionnel pour lutter contre l'optimisation abusive sur l'ISF et enfin, il renforce les pénalités fiscales en cas de dissimulation d'un compte à l'étranger. Comme l'a exprimé en commission des finances le 23 novembre notre collègue Joël Giraud, nous regrettons toutefois que notre majorité n'ait pas mieux cerné les États et territoires non coopératifs afin de leur appliquer notre arsenal dissuasif en matière d'abus. Il va sans dire que nous soutenons le gouvernement dans son maintien en 2017 de Panama afin de ne pas reproduire le scénario de Jersey et des Bermudes retiré après seulement 6 mois en début de quinquennat, même si nous regrettons qu'il ait fallu attendre avril 2016 pour qu'il y figure. Malgré tout, nous remarquons que notre liste des États non coopératifs ne compte que 8 pays, alors que la liste européenne, la liste dite Moscovici, en compte 30, alors même qu'elle se base sur des évaluations qui sont strictement identiques. Je poursuis sur les mesures fiscales du collectif. La création du compte PME Innovation va inciter les entrepreneurs qui vendent les titres de leur société à réinvestir le produit de leur vente dans des jeunes PME ou des entreprises innovantes et à les accompagner en apportant leurs capitaux, leur expérience d'entrepreneur et leur réseau. Concernant le secteur de la culture, la réforme du dispositif Malraux donnera plus de souplesse dans la réalisation des travaux de restauration, ouvrira le bénéfice de la réduction d'impôt à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l'habitation.
En matière environnementale, la poursuite de la composante déchets, de la trajectoire de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes accompagnera la mise en œuvre des objectifs de la loi pour la croissance verte. Enfin, nous saluons la création d'un fonds d'urgence de 200 millions d'euros en faveur des départements pour assurer les dépenses sociales qui leur sont imparties. J'en viens à nos amendements. Le groupe 2RDP a déposé des amendements auxquels il tient particulièrement et dont plusieurs ont été adoptés en commission des finances le 30 novembre. Le premier concerne le régime du micro-BA afin qu'il ne soit pas préjudiciable aux exploitations fragiles qui se trouvent dans les zones agricoles défavorisées, comme les zones de montagne et les zones défavorisées simples, pour lesquelles les exploitants perçoivent des indemnités compensatoires de handicap naturel. Nous proposons, en accord avec les membres de la commission des finances, de ne pas tenir compte de ces aides dans l'assiette du bénéfice imposable au micro-BA, et ce, dès janvier prochain. Enfin, nous proposons avec la Commission l'extension pour les collectivités qui le souhaitent des exonérations de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises pour les installations de méthanisation agricole. Nous proposons également la simplification du régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières. Nous souhaitons également instituer, en accord avec la Commission, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée des revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale. Nous proposons aussi un aménagement de la contribution au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour financer l'accroissement des travaux résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil. Concernant nos autres amendements, nous requérons, avec certains de nos collègues et amis du groupe socialiste, une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production, afin d'améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels. Nous proposons également d'encourager les collectivités territoriales à opter pour le transport souterrain des lignes très haute tension, en élargissant l'IFER à leur profit pour les canalisations de transport d'électricité présentes sur leur territoire. Nous souhaitons aussi assurer la pérennité des fermes ou stations expérimentales réalisant des opérations de recherche dans de nombreux secteurs agricoles en France. Nous sommes également mobilisés pour autoriser les petites entreprises soumises à un régime réel d'imposition à déduire de leurs résultats une provision constituant une réserve de précaution pour risques liés à un contentieux prud'homal. Nous défendrons également d'autres amendements concernant par exemple le crédit d'impôt service à la personne, le crédit d'impôt recherche en matière d'archéologie préventive ou encore sur l'exclusion du FCTVA des dépenses des collectivités de location longue durée de véhicules. Je voudrais, pour conclure, attirer votre attention sur les amendements déposés après l'article 31 et concernant particulièrement la viticulture. Ayant moi-même été sollicitée sur ce sujet, ayant travaillé avec les organisations professionnelles et syndicats lotois concernés, je mesure l'importance, voire la nécessité de l'adoption de ces dispositions pour la profession. Je souhaiterais particulièrement vous sensibiliser sur l'amendement 148, visant à mettre en place une réserve de précaution en nature en viticulture afin de couvrir la survenance de tout aléa impactant l'exploitation viticole, d'encourager les investissements, ainsi que sur l'amendement 152 qui tend à assouplir les changements d'options à la moyenne triennale, c'est-à-dire 3 ans au lieu de 5 ans, afin de répondre à la forte variabilité du revenu viticole. La culture rencontre de lourds problèmes de trésorerie, et ce depuis de nombreuses années. L'adoption de ces amendements permettrait de répondre en partie aux attentes de la profession, qui ne cesse à juste titre de nous alerter sur leurs problématiques. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas